Ne fais pas de drame, Benjamin, ce n'est qu'une seule nuit, avec mon PDG. J'ai répondu, d'accord. Le lendemain matin, le PDG hurlait, l'acquisition de Blackstone est tombée à l'eau. Mais qui est ton mari, bordel? Ne fais pas de drame, Benjamin. Ce n'est qu'une seule nuit, avec mon PDG. C'est ce que ma femme m'a dit, pendant le dîner. Je l'ai regardé, et j'ai dit, d'accord. Elle a souri, persuadée d'avoir gagné. Elle n'avait aucune idée, que je contrôlais l'entreprise, de l'autre côté d'une fusion. La clause 14 était déjà rédigée. Je n'avais plus qu'à la laisser, appuyer sur la détente. Je m'appelle Benjamin Harrington. J'ai 45 ans, et je gagne ma vie, en gérant des portefeuilles, de capital investissement. C'est le genre de travail, où l'on apprend à lire entre les lignes, des états financiers. Et à repérer les failles, dans les structures d'entreprise, avant tout le monde. Je construis des positions, en silence, je déplace des capitaux, sans faire de vagues. Et j'ai compris une chose, le vrai pouvoir, ne s'annonce jamais. C'est drôle de voir, comment ces mêmes compétences, ne m'ont pas aidé, à voir ce qui pourrissait. À l'intérieur de ma propre maison. La véritable fracture, dans nos vies, a commencé il y a 7 mois. Mon fils, Lucas, qui a 15 ans aujourd'hui, était sur le siège passager. Lorsque Cassandra a grillé un feu rouge, sur Madison Avenue. Elle envoyait un texto, à quelqu'un. Plus tard, j'ai découvert que c'était Preston, son PDG, pour confirmer un dîner. Alors que notre fils, était assis à moins d'1 mètre d'elle. L'escalade qui les a percutés de plein fouet, du côté conducteur, a plongé Lucas. Dans un cauchemar de chirurgie, de tiges d'acier, et de centres de rééducation. Qui ne nous ont toujours pas apporté, de bonnes nouvelles. Il est en fauteuil roulant, maintenant. Peut-être pour toujours. Cassandra, elle, s'en est sortie, avec des côtes cassées. Des bleus qui ont disparu en quelques semaines, et une commotion cérébrale. Qui n'a curieusement pas ébranlé, sa capacité à mentir. Elle a dit à la police, qu'elle avait jeté un œil, au GPS. Elle m'a dit, qu'elle avait été distraite, par l'appel d'un client. Elle a dit à notre compagnie d'assurance, qu'elle réglait la radio. Chaque version de l'histoire, était différente, mais aucune d'entre elles ne mentionnait le nom de Preston. Mais Lucas, lui, le savait. Il avait vu l'écran, s'allumer dans sa main. Il avait regardé sa mère, sourire au message, quel qu'il soit. Reçu quelques secondes avant l'impact, et cette image, s'est gravée dans sa mémoire. Aux côtés de la douleur, d'avoir perdu l'usage de ses jambes. Les médecins disent, qu'il pourrait retrouver, une certaine mobilité, avec des années de thérapie. Pourrait. Ce mot, porte un poids énorme, dans notre maison, ces jours-ci. Il ne lui parle plus beaucoup, à elle. Quand elle essaie de le pousser, dans son fauteuil, pour ses rendez-vous de physiothérapie. Il me demande, de l'emmener à sa place. Quand elle se penche, pour l'embrasser avant de dormir, il tourne la tête, vers la fenêtre. Je ne lui ai jamais dit, que je la détestais. Il l'a compris, tout seul, comme le font les enfants intelligents, quand ils réalisent que leurs parents accordent plus de valeur à un texto qu'à leur sécurité. Ce soir-là, Cassandra voulait discuter de quelque chose d'important autour d'un dîner. Chez Marcello, le restaurant italien du centre-ville, où nous avions l'habitude de fêter nos anniversaires de mariage, à l'époque où nous avions encore des choses qui valaient la peine d'être fêtées. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour nos 10 ans de mariage. Celle qui coûtait plus cher que ma première voiture. Son parfum est arrivé à la table, avant elle, coûteux et délibéré. J'étais déjà assis, quand elle est entrée, ses talons claquant sur le marbre. Comme un compte à rebours. Elle a traversé le restaurant, comme si elle en était la propriétaire. Saluant le maître d'hôtel d'un signe de tête, laissant traîner ses doigts. Sur le dossier d'une chaise vide, avant de s'installer, sur la sienne. Tout chez elle, était calculé, ça l'avait toujours été. Elle s'est assise, a affiché ce sourire, digne d'une salle de conseil, et a croisé les mains.
sur la nappe blanche, comme si elle s'apprêtait à présenter les résultats trimestriels. Nous devons parler de l'accord Blackstone, a-t-elle dit, en sautant les politesses. J'ai pris une gorgée d'eau, et j'ai attendu. Preston a besoin que cette fusion aboutisse. Tu sais à quel point c'est important. Elle s'est penchée légèrement en avant. Le cabinet travaille là-dessus depuis 8 mois. Tout repose sur ce contrat. Je suis au courant, ai-je dit. Alors, tu comprends pourquoi je dois faire tout ce qu'il faut pour m'assurer que ça se fasse. Elle a fait une pause, observant mon visage, pour guetter une réaction. Preston m'a demandé de l'aider à sceller la relation avec l'autre partie. D'instaurer la confiance, de montrer notre bonne foi. J'ai posé mon verre. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, Cassie? Elle n'a pas scié. Ça veut dire, passer une nuit, à être charmante, et disponible. C'est tout. Les mots sont restés suspendus, dans l'air, entre nous, comme de la fumée. Ne fais pas de drame, Benjamin, a-t-elle ajouté, sa voix descendant, sur ce ton raisonnable. Qu'elle utilise, quand elle pense être rationnelle. Ce n'est qu'une seule nuit, avec mon PDG. Tu sais comment, ces choses-là, fonctionnent. Parfois. Il faut savoir, jouer le jeu. Je l'ai regardé, à travers la flamme, de la bougie. Je l'ai vraiment regardé, de la façon dont on étudie, une chose que l'on s'apprête à perdre. J'ai regardé la lumière, s'accrocher dans ses yeux. J'ai regardé ses lèvres, se pincer, alors qu'elle attendait que je proteste, que je fasse une scène. Que je lui donne une excuse, pour me faire passer, pour quelqu'un de déraisonnable. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'était préparée. Je pouvais le voir, dans la façon dont ses épaules ont bougé, dans la façon dont sa main a hésité. Avant d'attraper son verre de vin. Alors, on est bon, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, lentement. Bien sûr, on est bon. Mais nous savions tous les deux que je mentais. Cassandra a quitté le restaurant, en pensant qu'elle avait gagné. Je pouvais le voir, dans sa démarche, les épaules en arrière, le menton levé, traversant le parking. Comme si elle venait de conclure un contrat majeur. Elle ne m'a pas embrassé, pour me dire au revoir, elle a juste touché mon épaule. A dit qu'elle serait à la maison, le lendemain après-midi, et s'est glissée, dans sa Mercedes. J'ai regardé ses feux arrière, disparaître dans la circulation, puis je suis resté assis. Dans ma voiture, pendant 10 minutes, à fixer le vide. Le trajet jusqu'à la maison a pris 20 minutes. Lucas était encore réveillé, quand je suis entré, son fauteuil roulant. Positionné près de la fenêtre, du salon, d'où il avait observé la rue. Il faisait ça, parfois, attendant que je rentre, à la maison. Non pas parce qu'il était inquiet, mais parce que rester seul, dans le silence de cette maison, était devenu insupportable pour lui. Elle est où, maman, a-t-il demandé. J'ai accroché mes clés, au crochet près de la porte. Elle travaille tard. Elle ne travaille pas, a-t-il dit, d'un ton neutre. Sa voix avait ce côté tranchant, qu'elle prend, quand il sait qu'on lui ment. Elle est avec lui, n'est-ce pas? Ce type, de son bureau. Je me suis approché, et je me suis assis sur le canapé, en face de lui. Ouais. Lucas a hoché la tête, lentement, la mâchoire serrée. Je le savais. Je le sais, depuis des mois. Il a tourné son fauteuil, pour me faire entièrement face. Papa, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. L'accident, a-t-il commencé, ses mains agrippant les accoudoirs. Maman envoyait des textos, quand on s'est fait percuter. J'ai vu son téléphone. Elle souriait. À ce qu'il venait de lui envoyer. Elle n'a même pas vu le feu passer au rouge. Les mots m'ont frappé, plus durement que je ne m'y attendais, même si je soupçonnais déjà. La vérité. L'entendre de la bouche de Lucas, voir la colère, dans ses yeux de 15 ans, rendait la chose réelle. D'une manière que les rapports de police ne pourraient jamais faire.
Je la déteste, pour ça, a-t-il continué, la voix se brisant légèrement. Elle m'a tout pris. La natation, le basket, ou juste le fait de marcher. Dans les couloirs du lycée, comme une personne normale. Et elle l'a fait. Parce qu'un message de son patron était plus important que de regarder la route. Je ne lui ai pas dit de ne pas la détester, je n'ai pas offert de réconfort vide sur le pardon ou la guérison. Parfois, le travail d'un père n'est pas de réparer la douleur de son fils. C'est d'en être le témoin. Je sais, ai-je dit, doucement. Est-ce que tu vas faire quelque chose, a demandé Lucas. Ou vas-tu juste la laisser continuer à détruire cette famille? J'ai regardé mon fils, ce gamin qui avait été forcé de grandir trop vite. Qui avait perdu son enfance au profit de tiges de métal et de physiothérapie parce que sa mère n'avait pas pu poser son téléphone. Je suis déjà en train de faire quelque chose, lui ai-je dit. Je le fais depuis des semaines. Ses yeux se sont plissés. Quel genre de quelque chose? Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon bureau, et je suis revenu, avec un dossier en papier craft. À l'intérieur, se trouvaient des documents, que je préparais, depuis la nuit, où j'avais soupçonné. Pour la première fois, la liaison de Cassandra. Des relevés bancaires, des titres de propriété, des polices d'assurance, et, enfoui au milieu. Un document intitulé « Accord de fusion Blackstone-Meridian, révision 3, clause 14 ». Tu te souviens de Preston Griffith, ai-je demandé. Le patron de maman. Il y a 12 ans, Preston travaillait, comme analyste junior. Chez Wesper Capital. J'étais consultant là-bas, je faisais des évaluations de risque. Sur leur portefeuille d'investissement. J'ai ouvert le dossier, montrant à Lucas une page, avec le nom de Preston, surligné. Il a falsifié des chiffres, sur le rapport d'un client majeur, faisant paraître des positions. Plus sur qu'elles ne l'étaient. Quand je l'ai surpris, je l'ai fait renvoyer. Les yeux de Lucas se sont écarquillés. Alors, toute cette histoire avec maman, c'était sa façon de se venger de toi. Sauf qu'il ne sait pas que je sais qui il est, et il ne sait pas que j'attendais qu'il fasse. Exactement ce genre d'erreur. J'ai sorti un autre document, pointant une clause spécifique. Il y a 3 semaines, j'ai ajouté un texte. À l'accord de fusion Blackstone. Toute violation de l'éthique, par des figures clés, donne à l'autre partie le droit de résilier immédiatement. Et le fait que maman couche avec Preston, ça compte comme une violation de l'éthique. A dit Lucas, la compréhension illuminant son visage. Plus que ça, je siège au conseil consultatif de Meridian Capital, l'entreprise avec laquelle le cabinet de Cassandra essaie de fusionner. J'ai fermé le dossier. Elle vient de me donner chaque munition dont j'avais besoin pour les détruire, tous les deux. Lucas est resté silencieux, un instant, assimilant l'information. Puis, il a levé les yeux vers moi, avec quelque chose que je n'avais pas vu dans son regard. Depuis l'accident. De l'espoir. Quand, a-t-il demandé. Demain matin, ai-je dit. Quand elle se réveillera, en pensant qu'elle a gagné. J'ai mieux dormi cette nuit-là, que je ne l'avais fait, depuis des mois. Non pas parce que j'étais en paix, mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre la permission d'agir. Lucas est resté éveillé tard, avec moi, me regardant, pendant que je rédigeais. L'avis formel de conformité, qui allait faire exploser le monde de Cassandra, à très exactement 7h58. La notification est partie automatiquement, déclenchée par un minuteur. Que j'avais programmé 3 semaines plus tôt, quand j'avais inséré la clause 14. Dans les documents de fusion. Cassandra avait paraphé chaque page, sans les lire. Trop occupée à faire défiler les messages de Preston, pour remarquer ce qu'elle signait. Vers 8h15, mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai ignoré. J'ai plutôt préparé le petit déjeuner, des œufs brouillés, et des toasts, pour Lucas. Pendant qu'il faisait défiler, sur sa tablette,
les flux d'informations financières. Où les premiers murmures de problèmes commençaient déjà à faire surface. Papa, a-t-il dit, en levant les yeux. Bloomberg vient de publier quelque chose sur le report des discussions d'intégration. Par Blackstone. Bien, ai-je répondu, en faisant glisser son assiette sur la table. À 8h47, Cassandra a appelé. J'ai laissé sonner, jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé. Puis encore une fois. À la 4e tentative, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Sa voix était comme du fil barbelé. Tendue et coupante. Bonjour à toi, aussi, ai-je dit, calmement. Ne joue pas avec moi, Benjamin. Preston est en train de perdre la tête. L'acquisition de Blackstone est terminée. Qui est ton mari? Bordel? Ces mots sortaient d'une traite. Frénétique et tranchant. Il n'arrête pas de me hurler cette question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une gorgée de café. J'ai laissé sa panique remplir le silence pendant quelques secondes. Je n'ai rien fait, Cassie. C'est toi qui l'as fait. De quoi tu parles? Meridian Capital. L'entreprise avec laquelle ton cabinet essaie de fusionner. J'ai gardé une voix neutre. Factuelle. Je siège à leur conseil consultatif. Ça fait 6 ans que j'y suis. Tu le saurais. Si tu avais un jour pris la peine de me demander ce que je fais vraiment dans la vie. Au lieu de supposer que j'étais juste un ennuyeux gestionnaire de portefeuille. Qui brassait de la paperasse. Le silence, au bout du fil, était absolu. La clause 14, ai-je continué. Une violation de l'éthique, par des figures clés, donne à l'autre partie des droits de résiliation unilatérale. Le fait que tu couches avec Preston, pendant que tu négocies un accord, où je conseille l'autre partie, constitue exactement ce genre de violation. Félicitations. Tu viens de tuer 8 mois de négociation. Espèce de fils de, a-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Et avant que tu ne commences à faire des menaces, tu devrais savoir que tout est documenté. Les messages horodatés. Les reçus d'hôtel. Même ce texto que tu m'as envoyé, depuis la chambre 927, du Waldorf. Tout cela fait maintenant partie du dossier de conformité. Je pouvais entendre sa respiration rauque et saccadée. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Si, ça l'est, ai-je dit. Vérifie le portail de ton assurance maladie. Quand tu auras un moment. Tu verras que ta couverture a été modifiée. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse répondre. Lucas m'a regardé, depuis l'autre côté de la table, ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Combien de temps, avant qu'elle ne réalise ce que tu as fait d'autre? Environ 1 heure, ai-je dit. À peu près. À 9h30, mon avocat a appelé, pour confirmer que les papiers de séparation avaient été déposés. À 10h15, l'assistante de Cassandra a essayé de me joindre, au nom de sa patronne. À 11h, le bureau de Preston Griffith a laissé un message vocal menaçant de poursuites judiciaires. Je l'ai supprimé, sans l'écouter en entier. À midi, Lucas et moi étions à son rendez-vous de physiothérapie. Traversant la même routine douloureuse que nous faisions 3 fois par semaine, depuis 7 mois. Le regarder lutter, pour retrouver des sensations, dans ses jambes, voir la détermination. Sur son visage, malgré les obstacles, m'a rappelé pourquoi j'avais fait ça. Pas pour me venger, mais pour la justice. Et nous ne faisions que commencer. Les retombées sont arrivées, plus vite que je ne l'avais prévu. Dès le lendemain matin, le visage de Cassandra était partout, dans les nouvelles économiques. Pas nommément, mais par implication. Des sources proches de l'échec de la fusion Blackstone. Cite des conflits d'intérêts internes, lisait-on dans un titre.
Méridian Capital se retire, invoquant des problèmes éthiques, lisait-on dans un autre. J'étais dans mon bureau, à la maison, quand Lucas est entré en roulant, tenant sa tablette. « Papa, il faut que tu vois ça », a-t-il dit, en tournant l'écran, vers moi. C'était un email interne, du cabinet de Cassandra, divulgué sur un blog juridique, dont je n'avais jamais entendu parler. L'objet disait « Examen éthique d'urgence. Conflit d'associé principal ». J'ai parcouru le contenu. Son cabinet lançait une enquête. Des associés étaient interrogés. Des clients étaient contactés. Quelqu'un avait agi vite, et ce n'était pas moi. Qui a fuité ça, a demandé Lucas. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je suis sur le point de le découvrir. Mon téléphone a vibré. Un texto, provenant d'un numéro inconnu. Nous devrions parler. Café au Greystone, dans 1 heure. DK. Diane Kepler, la nouvelle associée directrice, du cabinet de Cassandra, la femme qui avait repris les opérations il y a 6 mois, après le départ à la retraite, de la direction précédente. Je l'avais rencontrée, exactement 2 fois, les 2 fois lors de fêtes de fin d'année du cabinet, où Cassandra nous avait à peine présenté, avant de passer, à des personnes plus importantes. J'ai répondu, j'y serai. Lucas a froncé les sourcils. Tu penses que c'est un piège? Non, ai-je dit, je pense que c'est une opportunité. 1 heure plus tard, j'étais assis, en face de Diane, à une table d'angle, au Greystone Café. Un endroit trop public, pour quoi que ce soit de vraiment sournois, mais assez privé. Pour une conversation honnête. Elle avait la cinquantaine bien entamée, le regard vif et précis, et portait un tailleur gris, qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Merci d'être venu, a-t-elle dit, en remuant son expresso. Vous avez des informations que je veux, ai-je répondu, alors passons les banalités. Elle a souri, légèrement. Direct. J'aime ça. Elle a sorti un dossier, de sa mallette, et l'a fait glisser, sur la table. Ça fait 4 ans, que je vous fournis, des informations sur Cassandra. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, se trouvaient des copies de mai, des notes de réunion, des évaluations de performance, le tout documentant, les décisions de plus en plus discutables de Cassandra. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant, des détails, que je ne connaissais pas. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que votre sœur et moi, sommes allés à la faculté de droit, ensemble, a dit Diane. Simplement. Margaret m'a demandé, de garder un œil, sur Cassandra. Quand elle a rejoint le cabinet. Elle a dit, qu'elle avait des inquiétudes. Quant à son éthique. J'ai accepté. Ma sœur Margaret, qui était décédée il y a 3 ans, d'un cancer, qui m'avait mis en garde contre Cassandra, avant notre mariage. Qui m'avait dit qu'elle voyait des signaux d'alarme, que j'étais trop amoureux, pour remarquer. Margaret vous a demandé, de surveiller ma femme. Elle m'a demandé, de veiller sur vous, a corrigé Diane. Et quand j'ai vu, ce que Cassandra faisait, qui elle devenait, je me suis assuré que vous ayez accès, aux informations dont vous auriez besoin, si les choses tournaient mal. Elle a tapoté le dossier. Chaque interaction douteuse avec un client, chaque raccourci éthique, chaque fois qu'elle a jeté quelqu'un sous le bus, pour faire avancer sa carrière. J'ai regardé les documents à nouveau, les voyant, sous un jour nouveau. Vous prépariez ça? Non, a dit Diane. C'est vous, qui prépariez ça. Je me suis juste assuré, que vous ayez les munitions. Elle s'est penchée en avant. Cassandra ne le sait pas encore, mais le cabinet va lui demander, sa démission. D'ici la fin de la semaine. L'enquête éthique est réelle, et elle va révéler des choses qui feront passer la situation avec Preston, pour un détail. Comme quoi? Comme le vol, de votre propriété intellectuelle, il y a 3 ans, a-t-elle dit. Ce cadre d'évaluation des risques, que vous avez développé, celui que vous lui avez montré. Pour avoir son avis, elle l'a déposé,
sous le nom du cabinet, et a construit toute sa pratique autour de ça. J'ai les documents, qui prouvent que c'était à vous, en premier. La pièce a semblé s'incliner, légèrement. Elle a volé, mon travail. Et elle a gagné des millions, avec, a confirmé Diane. Ce qui signifie, que vous avez des motifs, pour un procès, qui pourrait détruire ce qu'il reste de sa réputation, et vider, les quelques actifs avec lesquels elle pense pouvoir s'en tirer. Je me suis adossé, assimilant tout cela. Pourquoi me le dire, maintenant? Parce que Margaret aurait voulu que vous soyez protégé. Et parce que Cassandra a fait du mal à ce garçon. Sa voix s'est durcie. J'ai des petits-enfants, monsieur Harrington. L'idée de quelqu'un qui envoie des textos en conduisant avec un enfant dans la voiture me rend physiquement malade. Ce qu'elle a fait à Lucas est impardonnable. Elle s'est levée, laissant le dossier sur la table. Faites en bon usage, a-t-elle dit. Et quand ce sera fini, sachez que vous n'étiez pas seul. Vous ne l'avez jamais été. L'avis de saisie immobilière est arrivé au bureau de Cassandra, un mardi après-midi. Livré par courrier recommandé, pour s'assurer qu'elle ne puisse pas prétendre ne l'avoir jamais reçu. Je le sais, parce que mon avocat m'a appelé, au moment même, où la confirmation de livraison est tombée. Elle a signé, à 14h47, a-t-il dit. Vous devriez vous attendre à un appel, sous peu. Il avait raison. Mon téléphone a sonné, à 15h12. Je l'ai laissé aller, sur la messagerie. Elle a rappelé, et rappelé encore. À la 5e tentative, j'ai décroché. La maison. Sa voix était stridente, à peine contrôlée. Tu me prends, la maison. Ce n'est pas ta maison, Cassie, ai-je dit, calmement. Ça ne l'a jamais été. La propriété est détenue par la fiducie de la famille Harrington. Établie par ma grand-mère, en 1987. Tu as été ajoutée, en tant que bénéficiaire résidente. Lors de notre mariage, mais ce statut incluait une clause de moralité. Tu l'as violée. Une clause de moralité? C'est de la folie. Nous ne vivons plus dans les années 1800. Non, nous vivons dans le présent, où les documents légaux ont des conséquences. J'étais assis dans mon bureau, regardant le jardin, que Lucas et moi avions planté au printemps dernier. Tu as 30 jours, pour quitter les lieux. L'avocat de la fiducie a déjà déposé les documents nécessaires. Je vais me battre. J'ai des droits. Tu as exactement les droits que les documents de la fiducie t'accordent, ce qui, depuis la semaine dernière, équivaut à 0. J'ai affiché le document sur mon écran. Section 14, sous-section C. Le statut de bénéficiaire peut être révoqué en cas de turpitude morale, d'infidélité, ou d'action préjudiciable aux intérêts de la famille. Ta liaison avec Preston coche ces 3 cases. Elle respirait fort, le genre de halètement de panique qui surviennent juste avant que quelqu'un ne perde complètement le contrôle. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Mais tu ferais bien d'y réfléchir rapidement. J'ai appris par un ami, chez American Express, que ta cote de crédit a chuté à 540 ce matin. Le silence qui a suivi était absolu. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle murmuré. J'ai signalé des frais frauduleux. Les hôtels, les restaurants. Les cadeaux que tu as achetés à Preston en utilisant nos comptes joints. Il s'avère que l'utilisation de cartes de crédit conjugales pour financer une liaison extra-conjugale est considérée comme de la fraude à New York. Les banques enquêtent et elles ont gelé tes cartes. En attendant une résolution. Tu es en train de me détruire, a-t-elle dit, la voix brisée. Non, ai-je corrigé. Tu t'es détruite, toute seule. Je m'assure juste que tu ne puisses pas nous entraîner avec toi. Lucas et moi. J'ai raccroché.
Lucas est arrivé dans le bureau, quelques minutes plus tard, tenant sa tablette. « Tu as vu les nouvelles ?» Il m'a montré l'écran. Un blog juridique avait publié un article intitulé « Une avocate majeure en fusion-acquisition » visée par une enquête éthique, suite à l'effondrement d'un accord. Cassandra n'était pas nommée directement, mais les détails étaient suffisamment précis pour que quiconque dans l'industrie sache exactement de qui on parlait. « Qui a fuité ça ?» ai-je demandé. « Peu importe, » a répondu Lucas. « Elle est finie. Son cabinet va la lâcher, avant qu'elle ne les entraîne, vers le fond avec elle. » Il avait raison, bien sûr. À la fin de la semaine, les clients de Cassandra avaient commencé à demander de nouveaux avocats. Son assistante a cessé de retourner ses appels. Sa place de parking au cabinet a été réattribuée à un associé junior qui attendait cette place. Depuis des années. Preston Griffith a subi un sort encore pire. Le conseil d'administration de sa société d'investissement a exigé sa démission. Dans les 72 heures, suivant l'effondrement de l'accord Blackstone. Il a essayé de se battre, menaçant de procès, affirmant qu'on lui avait tendu un piège. Mais lorsque la plainte pour éthique a révélé qu'il avait falsifié des rapports. Dans son emploi précédent, il y a 12 ans les mêmes rapports, qu'il avait fait renvoyer. À l'époque, sa crédibilité s'est évaporée. Je n'ai pas célébré, je ne me suis pas réjoui, j'ai juste regardé tout cela se dérouler. Avec le même détachement clinique que j'avais utilisé pour analyser un portefeuille d'investissement défaillant. Le vendredi après-midi, Diane Kepler m'a appelé. Cassandra a remis sa démission, ce matin, a-t-elle dit. Avec effet immédiat. L'enquête éthique a trouvé suffisamment de preuves de mauvaise conduite pour recommander un licenciement, mais le cabinet lui a donné l'option de démissionner à la place. Quel genre de mauvaise conduite ai-je demandé? Conflit d'intérêts, détournement des ressources des clients. Et le vol de propriété intellectuelle, dont je vous ai parlé plus tôt. Ce cadre d'évaluation des risques que vous aviez développé? Nous avons des emails prouvant qu'elle l'a fait passer pour son propre travail et qu'elle a facturé aux clients des tarifs premium pour utiliser sa méthodologie. Combien? Estimation prudente, 4,7 millions sur 3 ans. J'ai laissé échapper un lent soupir. Et vous me dites ça, parce que... Parce que nous préparons une action au civil en votre nom. Si vous le souhaitez. Le cabinet soutiendra votre réclamation en échange de votre accord. Pour ne pas nous nommer comme co-défendeur, pour avoir permis son comportement. Que proposez-vous? La restitution intégrale des honoraires perçus en utilisant votre méthodologie. Plus des dommages et intérêts. Nous estimons que vous repartiriez avec 2 millions. Après les frais d'avocat. Lucas m'observait, depuis l'autre bout de la pièce, les yeux brillants d'intérêt. Je demanderai à mon avocat de vous contacter lundi, ai-je dit. Après avoir raccroché, Lucas s'est approché, en fauteuil. 6 millions? Approximativement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai regardé mon fils, ce fauteuil roulant, qui était devenu sa prison, parce que sa mère accordait plus de valeur à un texto qu'à sa sécurité. Financer tes traitements médicaux. Chaque thérapie expérimentale, chaque spécialiste. Chaque équipement, qui pourrait te donner une chance de remarcher. Et ce qu'il restera ira dans un fonds de fiducie, pour ton avenir. Lucas a hoché la tête, lentement. Elle ne va plus rien avoir, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Elle n'aura plus rien. Et pour la première fois depuis l'accident, j'ai vu quelque chose, ressemblant à de la paix, s'installer sur le visage de mon fils. Les parents de Cassandra vivaient dans une maison de style Tudor, à Dayton, dans l'Ohio. Le genre d'endroit où le drapeau américain est suspendu, toute l'année, et où le dîner du dimanche est un événement familial, non négociable. Son père, le colonel Richard Brennan,
un marine à la retraite, 2 missions en Irak. Dirigeait sa maison, avec une précision militaire. Sa mère, Catherine, enseignait le catéchisme, à l'église catholique Saint-Marie. Et croyait que les problèmes familiaux, devaient être gérés, en privé, avec prière, et discrétion. Je les avais toujours bien aimés, en réalité. C'étaient des gens bien, qui avaient élevé une fille, dont l'ambition, avait lentement empoisonné le sens du bien et du mal. Le paquet que je leur ai envoyé, est arrivé, 3 jours avant Thanksgiving. À l'intérieur, des emails imprimés, des reçus d'hôtel, des transcriptions de textos. Et une lettre de couverture, expliquant ce que leur fille avait fait, et comment cela avait conduit leur petit-fils à être confiné, dans un fauteuil roulant. Je ne l'ai pas envoyé, pour être cruel. Je l'ai envoyé, parce qu'il méritait, de connaître la vérité. Le colonel Brennan m'a appelé le mardi soir. Benjamin, a-t-il dit, la voix lourde. J'ai reçu votre paquet. Monsieur, ai-je répondu. Est-ce que tout cela est exact? La liaison, l'accident, le texto? Oui, monsieur. Lucas en a été témoin. Il peut tout confirmer, si vous souhaitez, lui parler. Il y a eu un long silence. Passez-le-moi. J'ai tendu le téléphone, à Lucas, qui était assis tout près, en train de faire ses devoirs. Il l'a pris, l'air sérieux. Grand-père, a-t-il dit. Je ne pouvais pas entendre la partie de la conversation du colonel Brennan. Mais j'ai observé le visage de Lucas, alors qu'il répondait aux questions. Sa voix était assurée, factuelle, livrant la vérité, avec ce genre de clarté, qui vient quand on a survécu à quelque chose de terrible. Oui, monsieur. Je l'ai vu envoyer des textos, a-t-il dit. Je l'ai vu sourire. Juste avant qu'on se fasse percuter. Je sais que c'était un message de son patron. Parce que j'ai vu son nom, sur l'écran. Encore du silence, alors qu'il écoutait. Non, monsieur, je ne la déteste pas. Je n'arrive juste pas à lui pardonner. D'avoir choisi un texto, plutôt que ma sécurité. Sa voix a légèrement vacillé. Et je n'arrive pas, à lui pardonner, d'avoir menti à ce sujet, par la suite. Quand il m'a rendu le téléphone, il avait les larmes aux yeux, mais son expression, était résolue. Benjamin, a dit le colonel Brennan. Catherine et moi, organisons le dîner de Thanksgiving, ce jeudi. Toute la famille sera là. Cassandra ne sait pas que vous nous avez contactés. J'aimerais que vous, et Lucas, soyez présents. Monsieur, je ne pense pas que ce soit. Ce n'est pas une demande, m'a-t-il interrompu. Ma fille doit faire face à ce qu'elle a fait, et elle doit le faire devant les personnes qui l'ont élevée, pour qu'elle sache mieux que ça. J'ai regardé Lucas, qui a hoché la tête. Nous y serons, ai-je dit. Le jeudi après-midi, Lucas et moi avons conduit les 7 heures jusqu'à Dayton. Nous sommes arrivés à la maison des Brennan juste après 16 heures. L'odeur de la dinde rôtie était épaisse dans l'air froid de novembre. Des voitures s'alignaient dans la rue. Le frère de Cassandra, ses 2 sœurs, divers cousins, et la belle famille. Le colonel Brennan nous a accueillis à la porte, m'a serré la main, puis s'est penché pour étreindre Lucas. Content de te voir, fiston, a-t-il dit, doucement. Tu as grandi. Difficile à dire, d'ici en bas, a répondu Lucas, en désignant son fauteuil roulant. La mâchoire du colonel s'est serrée, mais il n'a rien dit. Cassandra était dans le salon, quand nous sommes entrés, tenant un verre de vin. Riant de quelque chose, que sa sœur avait dit. Elle s'est figée, quand elle nous a vus, le verre de vin tremblant, dans sa main. Ben, Lucas, qu'est-ce que vous faites ici? C'est moi, qui les ai invités, a dit le colonel Brennan, sa voix portant, à travers la pièce. Tout le monde, s'il vous plaît, prenez place dans la salle à manger. Nous devons avoir une conversation de famille, avant le dîner. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Cassandra
s'est vidé de ses couleurs. Papa, qu'est-ce qu'il se passe? Assieds-toi, Cassandra, a-t-il dit. Tout de suite. La famille s'est rassemblée, autour de la longue table à manger, 23 personnes au total. Toutes observant, alors que le colonel Brennan se tenait en bout de table. Et plaçait mon paquet de preuves, au centre. Il y a 3 jours, Benjamin m'a envoyé des documents prouvant que ma fille entretient une liaison avec son patron, a-t-il commencé, la voix stable, mais glaciale. Cette liaison l'a amené à envoyer des textos en conduisant, ce qui a entraîné un accident. Qui a mis mon petit-fils dans un fauteuil roulant. Elle a ensuite menti sur les circonstances. À tout le monde, y compris à la police et à sa propre famille. Cassandra a commencé à se lever. Papa, tu ne comprends pas. Assieds-toi. La voix du colonel était comme le tonnerre. Elle s'est assise. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire des extraits. Les enregistrements d'hôtel, les messages textes, la chronologie de l'accident. La déclaration de témoin de Lucas, à la police, qui avait été enterrée, dans le rapport officiel. La pièce était absolument silencieuse, à l'exception de sa voix. Quand il a fini, il a regardé Cassandra, et j'ai vu quelque chose se briser, dans son expression. Tu es ma fille, et je t'aime, mais ce que tu as fait, est impardonnable. Tu as mis ton propre enfant en danger, pour le bien d'une liaison. Tu as menti à ta famille. Tu as détruit ton mariage, et ta carrière, par ton propre égoïsme. Papa, je t'en prie, la voix de Cassandra se brisait. À partir de ce moment, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Jusqu'à ce que tu répares cela, a-t-il dit. Tu vas présenter des excuses à Lucas. Tu vas présenter des excuses à Benjamin. Et tu vas passer le reste de ta vie à regagner, ne serait-ce qu'une fraction du respect que tu as perdu. La mère de Cassandra pleurait silencieusement, ses mains couvrant son visage. Lucas a pris la parole, sa jeune voix traversant la tension. Grand-père, je ne veux pas qu'elle soit complètement sortie de ma vie. C'est toujours ma mère. Mais je ne peux plus vivre avec elle, et je ne peux pas faire semblant que ce qu'elle a fait était correct. Le colonel Brennan a hoché la tête. C'est compris, fiston. Il s'est tourné, de nouveau vers Cassandra. Tu as 5 minutes, pour rassembler tes affaires, et partir. Le dîner de Thanksgiving se déroulera sans toi. Cassandra s'est levée, les larmes coulant sur son visage, et elle est sortie, sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière elle, et le silence qui a suivi a semblé marqué la fin de quelque chose qui avait besoin de se terminer depuis très longtemps. L'article du Wall Street Journal est paru un lundi matin, 3 semaines après Thanksgiving. Je prenais un café avec Lucas quand mon téléphone a commencé à vibrer. Avec des notifications de collègues, d'anciens clients et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le titre disait « Quand l'éthique personnelle détruit les accords d'entreprise ». L'effondrement de Blackstone Meridian. Lucas l'a affiché sur sa tablette et a commencé à lire à voix haute. Une avocate de haut rang en fusion et acquisition d'un éminent cabinet d'investissement new-yorkais a récemment causé l'effondrement d'une fusion de 2-3 milliards de dollars, vieille de 8 mois. En s'engageant dans une relation personnelle avec son PDG, alors que l'accord était en cours de négociation avec une entreprise où son mari siégeait en tant que membre du conseil consultatif. Il a levé les yeux vers moi. Ils n'ont pas utilisé son nom. Ils n'en avaient pas besoin, ai-je répondu. Tout le monde dans l'industrie sait exactement de qui il parle. L'article entrait dans les détails sur la façon dont la clause 14 avait été déclenchée. Comment le conflit d'intérêts avait violé les devoirs fiduciaires à plusieurs niveaux. Et comment cet effondrement avait coûté aux 2 entreprises des millions en frais de préparation et en opportunités futures perdues. Il mentionnait le licenciement précédent de Preston pour falsification de rapports il y a 12 ans.
décrivait l'enquête éthique en cours, au sein du cabinet non nommé, et faisait référence au litige civil en attente, concernant le vol de propriété intellectuelle. Évalué à plus de 4 millions de dollars. À midi, l'article avait été partagé, sur LinkedIn, 17,000 fois. À 15 heures, il était en tendance, sur le Twitter financier, avec le hashtag Clause14. Les professeurs d'école de commerce envoyaient déjà des emails à leur département, suggérant l'article comme lecture obligatoire pour les cours d'éthique professionnelle. Mon téléphone a sonné. C'était un ancien collègue de Wharton. Ben, est-ce que c'est à propos de Cassandra, a-t-il demandé directement. Je ne peux pas faire de commentaires sur des affaires judiciaires en cours, ai-je répondu. C'est elle, n'est-ce pas? Toute l'industrie en parle. La Harvard Business School m'a déjà contacté pour me demander si j'accepterais de participer à une discussion d'études de cas. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'y réfléchirai. Mais Ben, ça va la suivre pour le reste de sa carrière. Elle va être l'exemple qu'ils enseigneront pour les 20 prochaines années sur ce qu'il ne faut pas faire. Après avoir raccroché, Lucas s'est approché. C'est ça que tu voulais? Qu'elle devienne célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Je voulais que la vérité ait du poids, ai-je dit. Ce que les gens font de cette vérité, ça ne dépend que d'eux. Cassandra a appelé, 20 minutes plus tard. Sa voix était creuse, dépouillée de la confiance, qui servait autrefois d'armure à chacun de ses mots. L'article du journal, a-t-elle dit. Tu leur as parlé. Je n'en ai pas eu besoin, ai-je répondu. Ils ont fait leur propre enquête, trouvé leurs propres sources. Diane Kepler. Probablement. Peut-être des membres de l'équipe juridique de Meridian. Peut-être les anciens collègues de Preston, qui se souvenaient de ce qu'il a fait il y a 12 ans. Les journalistes sont bons dans leur travail, Cassie. Je suis ruiné, a-t-elle murmuré. Columbia a appelé. Ils veulent m'utiliser comme étude de cas. Harvard? Aussi. Wharton. Toutes les meilleures écoles de commerce du pays vont enseigner à leurs étudiants mon échec. Oui, ai-je dit, simplement. Comment peux-tu être aussi calme face à ça? Parce que ce n'est pas moi qui t'ai ruiné. Tu t'es ruiné, toute seule. J'ai juste veillé à ce que la documentation soit suffisamment complète pour que la vérité ne puisse pas être enterrée. J'ai fait une pause. L'audience pour la garde est dans 2 semaines. Est-ce que tu as toujours l'intention de te battre pour la garde partagée? Je ne sais plus ce que j'ai l'intention de faire, a-t-elle dit, la voix brisée. Mon avocat me dit que je devrais accepter les visites supervisées. Que si nous allons au procès, Lucas témoignera, et que ce sera encore pire. Ton avocat a raison. Je suis sa mère, Ben. Est-ce que ça ne compte pas, un peu? J'ai regardé Lucas, qui m'observait avec ses yeux, qui en avait trop vu. Qui en avait trop compris. Être mère, c'est plus qu'une question de biologie, Cassie. C'est faire passer la sécurité de son enfant, avant tout. Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi un texto plutôt que sa vie, et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle pleurait, maintenant, ces sanglots brisés, qui viennent, quand on comprend enfin, à quel point on est tombé bas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu acceptes les conditions de visite supervisée. Tu t'y présentes. Sobre et humble. Tu passes les prochaines années à prouver que tu es capable de changer. Et peut-être, si tu fais vraiment le travail, Lucas pourrait te laisser revenir dans sa vie, d'une manière significative. Et si je me bats? Alors il témoignera. Le rapport de police sortira. Les registres des messages textes deviendront publics.
Et la moindre petite chance que tu aies de te racheter disparaîtra complètement. J'ai gardé une voix neutre, factuelle. C'est ton choix. Elle a raccroché, sans répondre. Lucas a posé sa tablette. Tu penses qu'elle va le faire? Accepter les conditions de visite? Je pense qu'elle est enfin assez effrayée, pour être intelligente, ai-je dit. Mais nous verrons bien. Ce soir-là, j'ai reçu un email, du cabinet d'avocats, représentant les 5 clients. Qui avaient déposé un recours collectif, contre Cassandra. Ils voulaient m'entendre, comme témoin, me faire témoigner sur le vol, de propriété intellectuelle. Et comment cela avait influencé, ou conseillé les clients, au cours des 3 dernières années. Je l'ai transféré à mon avocat, avec une simple note, heureux de coopérer. Le filet se resserrait. Le Wall Street Journal avait fait de l'échec de Cassandra une affaire nationale. L'audience de garde en ferait une affaire personnelle, et le recours collectif la rendrait permanente. Lucas et moi avons passé le reste de la soirée à faire ces exercices de physiothérapie. À travailler sur le renforcement musculaire que le docteur Patel avait prescrit. Il faisait des progrès, lents, mais mesurables. Les traitements expérimentaux se montraient prometteurs. Papa, a-t-il dit, pendant une pause, quand tout ça sera fini, quand l'audience sera passée. Et que maman sera sortie de nos vies. Est-ce qu'on va juste retourner à la normale? Faire comme si rien de tout ça n'était arrivé? J'y ai réfléchi. Non, nous allons construire quelque chose de mieux que la normale. Nous allons prendre ce que nous avons appris et l'utiliser pour aider les gens qui traversent ce que nous avons traversé. Comme quoi? Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais nous le découvrirons ensemble. Il a hoché la tête, satisfait de cette réponse, et est retourné à ses exercices. Dehors, les lumières de la ville commençaient à scintiller, et je me suis tenu à la fenêtre. Regardant New York s'installer dans la soirée. Quelque part là-bas, Cassandra était probablement assise, dans le bureau de son avocat. Essayant de trouver comment sauver quelque chose des décombres de sa vie, mais ce n'était plus mon problème. Mon problème, c'était d'aider mon fils à marcher de nouveau, et de m'assurer que la femme qu'il avait mis dans ce fauteuil n'ait plus jamais le pouvoir de lui faire du mal. Les dépositions pour le recours collectif ont commencé la semaine suivant la publication de l'article du Wall Street Journal. 5 entreprises, toutes d'anciens clients de Cassandra, affirmant toutes avoir reçu des conseils juridiques compromis en raison de sa relation non divulguée avec Preston et de son conflit d'intérêts dans les accords impliquant Meridian Capital. Ma déposition était prévue pour mardi matin dans les bureaux de Berkman et Associés, le cabinet représentant les plaignants. Lucas voulait venir avec moi, mais je l'ai convaincu de rester à la maison avec son tuteur. L'avocat principal, Raymond Berkman, était un homme aux cheveux argentés, dans la soixantaine. Avec ce genre de regard perçant, qui vient après 40 ans passés, à contre-interroger des témoins. Qui se croyait plus intelligent que lui? Monsieur Harrington, a-t-il commencé, après les préliminaires, pouvez-vous décrire votre relation professionnelle avec Meridian Capital? Je siège à leur conseil consultatif depuis 6 ans, ai-je dit. Je fournis des conseils stratégiques sur les investissements en capital investissement, les accords d'infrastructure et l'évaluation des risques pour les acquisitions majeures. Et étiez-vous conscient que votre femme était l'avocate principale représentant l'entreprise de Preston Griffith dans leur tentative de fusion avec Meridian? Pas au départ. J'en ai pris conscience environ 4 mois avant que l'accord ne s'effondre. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez découvert ce conflit d'intérêts? J'ai examiné les documents de fusion et j'ai ajouté la clause 14 qui traitait spécifiquement des violations de l'éthique par les parties impliquées dans la transaction. Berkman s'est penché en avant. Vous avez orchestré l'effondrement de l'accord. Non, ai-je corrigé.
J'ai créé un mécanisme de sécurité. Ma femme a orchestré l'effondrement. En choisissant de coucher avec Preston Griffith, tout en négociant un accord. Où j'ai des responsabilités fiduciaires envers l'autre partie. La clause a simplement donné à Meridian des motifs légaux pour résilier lorsque le conflit est devenu intenable. Connaissiez-vous la liaison avant d'ajouter la clause? Je m'en doutais. Je l'ai confirmé, environ 3 semaines avant, de modifier les documents. Et vous n'avez pas divulgué cela au conseil d'administration de Meridian? J'ai divulgué l'existence d'un conflit potentiel. J'ai recommandé qu'ils examinent toutes les relations entre les parties négociatrices. Ils ont choisi d'inclure la clause d'éthique comme mesure de protection. Berkman a pris des notes. Parlons du vol de propriété intellectuelle. Quand avez-vous développé, pour la première fois, le cadre d'évaluation des risques que votre femme a ensuite revendiqué comme étant son propre travail? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé il y a 3 ans. J'ai des fichiers horodatés, des brouillons de mai et des notes de la phase de développement initial. J'ai partagé le cadre préliminaire avec Cassandra pour avoir ses retours. Elle l'a déposé auprès de son cabinet 2 semaines plus tard, affirmant qu'elle l'avait développé de manière indépendante. Combien a-t-elle gagné en utilisant votre méthodologie? Selon les dossiers financiers fournis par son cabinet, lors de la phase de découverte, environ 7 millions en honoraires, sur 3 ans, facturés aux clients. Spécifiquement pour des évaluations de risque, utilisant ce qu'elle appelait son cadre propriétaire. Et vous n'avez jamais reçu de compensation pour cela? Pas un seul dollar. Je ne savais même pas qu'elle l'utilisait, jusqu'à ce que Diane Kepler me montre les dossiers de facturation interne, il y a 6 semaines. La déposition s'est poursuivie, pendant 3 heures. Ils m'ont interrogé, sur des accords spécifiques, des clients spécifiques, des cas spécifiques. Où les conseils de Cassandra auraient pu être influencés par sa relation avec Preston. Ou son désir de protéger la propriété intellectuelle qu'elle m'avait volée. J'ai répondu à chaque question, avec des documents à l'appui. Email, horodatage, dossier financier. La trace écrite que j'avais construite, pendant des années, sans savoir que j'en aurais besoin. Mais en comprenant qu'en affaires, on se protège toujours, avec des preuves. Quand ce fut terminé, Berkman m'a accompagné, jusqu'à l'ascenseur. En dehors du dossier officiel, a-t-il dit, c'est l'une des affaires les mieux documentées que j'ai vues en 30 ans de pratique. Votre femme n'a pas seulement fait des erreurs. Elle a créé un schéma de violations éthiques. Que notre cabinet a soit favorisé, soit ignoré. Quelles sont ses chances, ai-je demandé, de gagner? 0. De trouver un accord, sans détruire ce qu'il lui reste, de finances? Peut-être 20%, si elle est intelligente, et que son avocat peut négocier rapidement. Il a fait une pause. La compagnie d'assurance du cabinet a déjà refusé la couverture. Clause de moralité. Dans sa police de responsabilité professionnelle. Elle va payer tout cela de sa propre poche. Combien les plaignants réclament-ils? 2 millions de dommages et intérêts, plus les frais d'avocat. Nous réglerons probablement. Pour 8, si elle accepte rapidement. Si elle se bat, nous l'emmènerons au procès. Et nous obtiendrons le montant total, plus des dommages punitifs. J'ai hoché la tête. Merci pour votre temps. Monsieur Harrington, a-t-il dit, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. J'ai un fils. Si quelqu'un lui avait fait du mal, comme votre femme a fait du mal à Lucas. J'aurais fait bien pire que ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait était méthodique, légal. Et tout à fait justifié. J'espère que l'audience pour la garde ira dans votre sens. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, avant que je ne puisse répondre. Quand je suis rentré à la maison, Lucas était dans le salon, travaillant avec sa physiothérapeute.
Une femme nommée Dr Rebecca Simons, qui était avec nous, depuis le début. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé, en faisant une pause. Bien. Les plaignants ont un dossier solide. Ta mère va perdre. Combien? Probablement près de 3 millions, une fois que tout sera réglé. Lucas a sifflé doucement. Elle n'a pas ce genre d'argent. Non, ai-je convenu. Elle ne l'a pas. Le docteur Simons a terminé la séance, et nous a laissés seuls. Lucas s'est approché, de là où j'étais assis. Papa, est-ce que je peux te demander quelque chose? Toujours. Est-ce que tu te sens mal? Par rapport à ce qui lui arrive. J'y ai réfléchi, attentivement. Je me sens mal, qu'on ait dû en arriver là. Je me sens mal, qu'elle ait fait des choix. Qui t'ont blessé, et qui ont détruit notre famille. Mais est-ce que je me sens mal? De la tenir pour responsable? Non. Les actions ont des conséquences. C'est ce qu'elle est en train d'apprendre, maintenant. Bien, a dit Lucas, parce que je ne me sens pas mal, non plus. Et j'avais peur. Que ça fasse de moi, une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne, fiston. Tu es quelqu'un, qui comprend que le pardon ne signifie pas d'accepter un comportement qui te blesse. Ça signifie choisir de ne pas laisser ce comportement définir ton avenir. Mon téléphone a vibré. Un texto de l'avocat de Cassandra, ma cliente a accepté. Les conditions de visite supervisée. Nous soumettrons l'accord de consentement. Au tribunal demain. Audience annulée. J'ai montré le message à Lucas. C'est fini, a-t-il demandé. La partie sur la garde, l'est, ai-je dit. Maintenant, nous attendons juste le règlement du recours collectif. Et nous passons à autre chose. Lucas avait l'air soulagé. Qu'est-ce qui va lui arriver, maintenant? Elle doit trouver comment vivre avec ce qu'elle a fait. Et nous? Nous devons trouver comment construire quelque chose de meilleur. 8 mois après l'audience de garde, Lucas a fait ses premiers pas. Le docteur Patel nous avait prévenu de ne pas nous attendre à des miracles. Les dommages à la colonne vertébrale étaient sévères. Le pronostic, prudent dans le meilleur des cas. Mais nous avions tout investi, dans les traitements expérimentaux, la thérapie par cellules souches. La rééducation intensive. 3,000 $, issus du règlement de la propriété intellectuelle. Chaque dollar, concentré sur le fait de donner, une chance à Lucas. J'étais au centre de rééducation, quand c'est arrivé, regardant à travers la vitre d'observation. Alors que Lucas travaillait avec le docteur Simons, sur les barres parallèles. Il s'entraînait aux exercices de station debout, depuis des semaines, renforçant des muscles. Qui avait oublié comment fonctionner? Puis, il a avancé, son pied droit. Juste de 15 cm, de manière traînante et incertaine, mais vers l'avant. Le docteur Simons a halté. Lucas, est-ce que tu viens de? Je crois que oui, a-t-il dit, la voix tremblante. Est-ce que je peux essayer, encore? Il a bougé, son pied gauche. Puis, son droit à nouveau. 3 pas au total, avant que ses jambes ne lâchent, et qu'il ne s'effondre. De nouveau dans le fauteuil roulant, respirant fort, et souriant de toutes ses dents. Comme s'il venait de gravir l'Everest. Je suis entré dans la pièce, la gorge serrée. Tu l'as fait, fiston. Je l'ai fait, a-t-il répété, l'émerveillement dans la voix. Papa, je l'ai vraiment fait. Les progrès ont été lents, après cela. 3 pas sont devenus 5, puis 10. À la fin du mois, Lucas pouvait marcher sur 6 mètres, avec de l'aide. Les médecins ont révisé leur pronostic, passant de « peu susceptible de retrouver des fonctions » à « récupération significative possible » avec la poursuite de la thérapie. Cassandra l'a appris, lors de ses visites supervisées. Lucas le lui a dit, lui-même, lors de l'une de leurs réunions maladroites, du samedi. Et selon le rapport, du moniteur nommé par le tribunal, elle avait pleuré.
pendant 10 minutes d'affilée. Elle m'a appelé, ce soir-là. Ben, le moniteur a dit que Lucas a marché. Est-ce vrai? C'est vrai. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux le voir faire, en dehors des visites supervisées? Non, ai-je dit. Tu as 2 heures. Un samedi sur 2. C'est ce que le tribunal a ordonné. C'est ce que tu as accepté. Je t'en prie, c'est mon fils. Je veux juste voir. Tu as renoncé au droit de vivre ces moments quand tu as choisi d'envoyer des textos. Au lieu de conduire, les jeux interrompus. Si Lucas veut te montrer, pendant le temps qui t'est imparti, c'est son choix. Mais tu n'as pas le droit d'en demander plus. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu ne vas jamais me pardonner, n'est-ce pas? Le pardon n'est pas la question, Cassie. La responsabilité l'est. Tu fais face à ce que tu as fait, tu vis avec, et peut-être, éventuellement, Lucas décidera s'il y a de la place dans sa vie, pour toi. Mais ça, c'est sa décision, pas la mienne. Elle a raccroché, sans dire au revoir. Lucas et moi avons célébré ses progrès, avec un dîner, dans son restaurant de grillade préféré. Il a marché de la voiture, jusqu'à l'entrée du restaurant, avec mon soutien. Près de 4 mètres, d'une détermination chancelante, qui a attiré les regards. Et les sourires d'inconnus. Les gens regardent, a-t-il dit. Laisse-les regarder, ai-je répondu. Tu as mérité, chacun de ces pas. 2 ans plus tard, la Fondation Second Chance a ouvert ses portes, dans un entrepôt converti. À Brooklyn. Pas la maison familiale. Nous l'avions vendue, et avions acheté quelque chose de plus petit, de plus pratique. Mais une installation construite sur mesure, avec des équipements de rééducation, de pointe. Des salles de thérapie privées, et des aménagements d'accessibilité, partout. Lucas, qui avait maintenant 17 ans, et qui marchait sans assistance la plupart du temps, se tenait au pupitre, pendant la cérémonie d'inauguration, s'adressant à une foule de donateurs. De professionnels de la santé, et de familles, qui avaient inscrit leurs enfants, à notre programme. Il y a 2 ans, je ne pouvais pas marcher, a-t-il commencé. La négligence de ma mère m'a mis dans un fauteuil roulant, et j'avais l'impression que ma vie était finie. Mais mon père m'a appris quelque chose d'important. Il m'a appris que la meilleure réponse à donner à quelqu'un qui essaie de vous détruire, ce n'est pas la vengeance. C'est de construire quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont essayé de prendre. Il a fait une pause, regardant le public. La Fondation Second Chance existe grâce à l'argent du règlement pour vol de propriété intellectuelle de ma mère. De l'argent qu'elle a volé à mon père, utilisé pour faire avancer sa carrière, tout en mentant à tout le monde autour d'elle. Nous avons pris cet argent, et nous l'avons transformé en espoir. Pour les familles, qui affrontent ce que nous avons affronté. Je regardais depuis le côté de la scène, alors que Lucas décrivait les programmes. La physiothérapie gratuite, pour les enfants souffrant de lésions médulaires. L'accès aux traitements expérimentaux, le conseil familial, le soutien éducatif. Tout ce que nous aurions souhaité, voir exister, lorsque nous traversions ces mois sombres. Après l'accident. Cassandra était au dernier rang. Je lui avais envoyé une invitation, non pas par pardon, mais parce que Lucas me l'avait demandé. Elle était assise seule, regardant son fils, parler de résilience et de seconde chance. Les larmes coulant sur son visage. Après la cérémonie, Lucas s'est approché d'elle, en fauteuil. Il l'utilisait encore, quand il était fatigué, bien qu'il puisse marcher. Sur de courtes distances maintenant. Merci d'être venu, maman, a-t-il dit. Tu es incroyable, a-t-elle murmuré. Ce que tu as construit, ici, ce que tu es devenu. Ce que papa, et moi, avons construit, a-t-il corrigé. C'est lui, qui m'a appris, que la force, ce n'est pas de rendre les coups. C'est de construire. Quelque chose qui dure. Elle a hoché la tête,
acceptant la distinction. Lucas s'est tourné vers moi, prêt à faire la première visite guidée. Prêt? Nous avons laissé Cassandra, assise là, et nous avons marché à travers notre établissement, faisant visiter aux premières familles, leur nouvelle seconde chance. La famille Harrington avait toujours construit des choses qui duraient. Cette fois-ci, nous avons construit quelque chose qui guérit.